La médiation. Donc, j'ai trouvé comme titre l'avenir de la justice. Certes, c'est peut-être un petit peu prétentieux comme titre, mais vous verrez dans le sommaire et dans ce que je vais présenter qu'en réalité, la médiation, effectivement, a de nombreux avantages par rapport à un procès. Je vous ai mis tout de suite une petite citation de Stéphane Ben-Simon, qui est un des pères, entre guillemets, de la médiation et qui vous montre que dans ce processus, on est dans un processus de reconstruction, de construction, dans un processus consensuel, contrairement au procès qui, lui, est particulièrement destructeur. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, on arrive à trouver une solution et nous allons voir dans quelles conditions on peut trouver celle-ci grâce à la médiation quand on a un litige avec une autre personne, voire plusieurs autres personnes. Alors, la médiation, c'est quoi? Donc, j'ai envie de vous dire, c'est un processus souple. C'est un peu comme enfin, je retrouve plus le terme, c'est-à-dire bon, je vous le trouverai après. En tout cas, c'est un processus souple, mais par contre qui est très formel, très organisé, dans lequel vous avez un tiers totalement neutre qui tente, à travers des échanges entre les parties, de confronter leur point de vue et de rechercher avec elles une solution au conflit qui les oppose. Alors, quand je dis processus formel, ce n'est pas une procédure. Donc déjà, on ne parle pas d'adversaire, on parle de partie. Donc ça, c'est un terme vraiment important. On n'est pas face à quelqu'un qu'on va détruire, ou on ne va pas gagner, il n'y aura pas de perdant, il n'y aura pas de gagnant. On va trouver une solution ensemble. Organisation d'échange. Donc ça, c'est très important. C'est la base. Les parties vont se voir, elles vont se rencontrer, elles vont se parler. Et ce tiers, elles vont se parler devant ce tiers, devant ce médiateur impartial. Donc, ce n'est pas un arbitre, on va le voir tout à l'heure la différence avec l'arbitre. Il ne donne pas son avis, il aide simplement, il est garant du cadre pour permettre aux parties de s'exprimer. Donc là encore, il ne va pas, c'est pas lui qui va vous imposer une solution, il va juste favoriser celle-ci qui va être trouvée par les parties elles-mêmes, éventuellement avec l'aide de leurs conseils, dont on verra tout à l'heure qu'ils ont un rôle très important à jouer. Alors, la médiation, déjà, quelques mots pour la distinguer des autres modes amiables de règlement des litiges. Beaucoup d'avocats souvent me disent la médiation, ça ne sert à rien. Il y a déjà la négociation. On peut très bien négocier avec vos conseils. On ne voit pas ce que la médiation apporte. Eh bien, si, la médiation, elle va plus loin que la négociation parce que grâce à ce tiers neutre, les parties vont vraiment s'exprimer. Et ce sont les parties qui vont s'exprimer. Ça ne va pas être les avocats qui vont parler. Hein. C'est les parties qui vont échanger entre elles, qui vont se parler, qui vont vider leur sac, qui vont dire tout ce qu'elles ont sur le cœur. Et voilà, on va rendre le procès aux parties qui vont pouvoir échanger, alors que dans la négociation, d'abord, très souvent, les parties ne se voient pas, ou elles se voient qu'une fois, et ça reste quand même, la négociation reste la chose des conseils et non des parties. La conciliation, elle est un peu plus proche de la médiation, sauf que le conciliateur, il va rechercher une solution, mais il va rechercher quand même une solution en droit. Hein. Il est plus incitatif, il va donner son avis, etc. Il va un petit peu plus loin que le médiateur qui est plus en retrait par rapport au conciliateur. L'arbitrage, alors ça c'est totalement différent. Lui, il applique le droit. Voilà, c'est un juge privé en fait qui est choisi et rémunéré par les parties. Et on a vu que dans les litiges de droit équin, aujourd'hui en tout cas, l'arbitrage n'a pas vraiment la faveur des parties. Alors, la décision de justice, quelques mots sur ce qu'elle entraîne comme inconvénient pour les parties. Alors, très souvent, quand on n'a pas eu de procès, on ne se rend pas compte du pouvoir destructeur qu'a le procès. Très souvent, personne n'est content en réalité par la décision. Même si vous avez une décision qui vous donne raison, vous l'avez au bout de tellement de temps, au bout de tellement d'efforts, au bout d'une telle énergie, que même quand on gagne un procès, très souvent,
mes clients, c'est rare qu'ils soient très heureux. Ils sont souvent juste soulagés. Voilà, ils sont soulagés d'avoir gagné ou de ne pas avoir été condamnés, mais c'est très rare qu'ils soient heureux vraiment à l'issue d'un procès. Deuxième difficulté, l'incertitude, le fameux aléa judiciaire auquel tous les avocats et leurs clients sont confrontés. Et là, je me suis permise de citer une phrase d'un juge elle-même qui est parfaitement consciente de cet aléa, qui nous dit que la solution du litige, elle dépend tout autant des éléments objectifs du dossier que de la personnalité du juge. Alors certes, oui, ça fait un petit peu peur, mais en attendant, on a déjà vu dans des cas d'espèces qui avaient l'air à peu près identiques, des solutions différentes qui étaient données. On a pléthore d'exemples en ce sens. Le coût du procès, alors certes, le juge est gratuit, oui. Le médiateur, lui, est payant, on le verra tout à l'heure. Mais par contre, il faut payer les avocats. Et le procès, c'est très long. Ça me permet d'aller sur l'élément suivant. Le délai moyen, c'est 2 ans. Quand j'explique ça à mes clients, ils ne comprennent pas. Voilà, je vais leur dire, ben voilà, le temps de saisir le juge, le temps de mettre en état la procédure, le temps de laisser les parties s'exprimer, la réponse de l'adversaire à nos propres arguments, ben c'est en moyenne 18 mois, 2 ans. Après, il peut y avoir un appel. Avant, on peut avoir besoin d'une expertise judiciaire. Donc tout ça, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'énergie pour un résultat qui est forcément, quelque part, aléatoire. Dernière difficulté, le juge est lié par le terme du litige. Le litige, il ne peut pas évoluer dans le temps. Hein. Donc, c'est d'autant plus contraignant que ça s'étend sur une longue période. Donc, le procès, ça peut s'étendre sur 3 ans. Puis en 3 ans, bah, par exemple, le cheval que l'on voulait au début, bah, on peut très bien avoir décidé de ne plus avoir envie de monter à cheval. Et du coup, la décision, même si elle nous satisfait, bah, elle ne répond plus à la demande de la partie. Les avantages du processus de médiation. Alors, comme le temps m'est compté, je vous ai mis là les petits résumés et on va pouvoir voir dans la description des différents processus de médiation, je vais vous détailler cet avantage. Juste en 2 mots, je résume cette vignette. La souplesse du processus, la possibilité, ça c'est très important, les parties peuvent à tout moment mettre fin à la médiation, ça montre qu'on est bien dans un processus volontaire, la confidentialité des échanges et la possibilité de faire exécuter la décision par les parties, puisque c'est une décision qu'elles-mêmes ont créée, c'est une solution qu'elles vont avoir élaborée. Donc on a constaté que les accords issus de médiation étaient spontanément exécutés, ce qui est loin d'être le cas quand on a une décision judiciaire. Et enfin, comme ce sont les parties elles-mêmes qui ont trouvé cette solution, eh bien, elles gardent des rapports entre eux, ce qui n'est pas le cas quand on a eu un procès. Alors, je vous ai mis un petit exemple de médiation en droit équin. Il y a 2 domaines où la médiation me paraît particulièrement adaptée. C'est la vente d'un cheval, puisque un cheval, c'est une matière vivante, comme vous le savez, et que la procédure étant longue, le cheval doit être entretenu et en même temps, il perd de sa valeur. Donc, moi, j'ai constaté que quand on achète un cheval 20 000, si on fait une procédure sur un cheval à 20 000, à la fin de la procédure, ce n'est pas 20 000 qu'on devra payer, c'est 40. Et c'est de l'argent qui bénéficie à personne. Les 40 000, les 20 000 d'écart, c'est les frais de pension du cheval, c'est les frais de l'expertise, c'est les frais vétérinaires. Et en attendant, le cheval qui peut-être valait pas 20 000, mais qui valait 5 ou 10, eh bien, il vaut 0. Donc, le procès n'est absolument pas adapté à tous les litiges qui concernent la vente. Même si ce cheval a été acheté avec un défaut vétérinaire, si on n'est pas dans un procès, on pourrait très bien imaginer de soigner le cheval, de lui faire garder une petite valeur, qu'il reste par exemple utile comme cheval de loisir, alors que évidemment, quand on est dans le cadre d'un procès, ben, le cheval on l'exploite plus, on le met au pré et puis ben, on attend que la décision soit rendue. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'étais un petit peu vite. Pareil, la copropriété d'un cheval. Alors là, il y a beaucoup de litiges parce qu'il y a beaucoup de copropriété sur les chevaux. On est très souvent en copropriété avec l'entraîneur, avec le cavalier. Et là, bah alors, il y a un grand principe en matière de copropriété qui est
que nul n'est censé rester dans l'indivision, mais ça, c'est de la théorie. C'est-à-dire que si on veut sortir de l'indivision, eh bien, c'est le tribunal qui va décider de la vente du cheval, et il ne pourra décider de cette vente que dans le cadre d'une procédure au fond, c'est-à-dire qu'il n'est pas compétent dans une procédure rapide. Donc, je vous ai dit que la procédure au fond, c'était minimum 18 mois. Donc, vous imaginez, on est obligé d'attendre cette période avant de sortir de l'indivision. Et le tribunal, comment il va faire pour sortir de l'indivision? Il va passer le cheval aux enchères. Il est obligé, c'est son seul moyen, sauf accord différent des parties. S'il y a un accord, on n'est pas devant le juge. Or, vendre le cheval aux enchères, c'est souvent compliqué, et puis généralement, le cheval n'a pas de valeur, et aucun organisme ne veut le passer aux enchères. Donc là encore, copropriété, il faut des solutions rapides, une sortie rapide de la copropriété dans l'intérêt de tous, et notamment dans l'intérêt du cheval. Alors, les différents types de médiation. Alors, il y en a 3 types. Il y a d'abord la médiation conventionnelle. Donc ça, c'est l'accord des parties, c'est les parties qui ont un litige, qui se disent, bon, bah, très bien, on va résoudre notre litige par l'intermédiaire d'un médiateur. Donc, elles peuvent le faire à tout moment, avant un procès, après un procès, et même, elles peuvent avoir recours à la médiation dans le cas d'une difficulté d'exécution d'un jugement. Je vous prends un exemple. Vous avez un très beau jugement qui condamne une partie à payer une somme. Vous n'arrivez pas à l'exécuter. Croyez-moi, ce n'est pas une hypothèse d'école. Hein. Vous pouvez très bien décider avec l'autre partie d'aller en médiation pour trouver un accord après votre jugement qui vous a donné raison. Alors, la médiation de consommation, celle-là, je voudrais qu'on m'arrête un tout petit peu plus dessus. Pourquoi? Parce que c'est une médiation qui est obligatoire pour le professionnel. Elle est obligatoire depuis le 1er janvier 2016 et elle vise tous les consommateurs. Elle bénéficie aux consommateurs. C'est-à-dire que le professionnel est obligé de proposer une médiation chaque fois qu'il a un litige de nature contractuelle avec un consommateur. Alors, quand je dis il est obligé, il faut comprendre simplement qu'il est obligé de proposer la médiation. Il dit, voilà, il y a un médiateur, c'est en fonction de l'activité qu'il exerce, il va citer le médiateur qui est compétent et la personne physique consommateur pourra décider d'avoir recours à ce médiateur. Mais simplement, l'obligation s'arrête là, c'est-à-dire que si le professionnel dit, bah voilà, moi j'ai proposé la consommation, la médiation, mais je ne veux pas y aller, eh bien, il n'y a aucun moyen de l'obliger à aller plus loin dans le processus de médiation. Donc, vous voyez, c'est un caractère obligatoire qui reste quand même limité, puisque évidemment, la médiation reposant sur le principe du caractère volontaire, il faut que les deux parties soient d'accord pour aller en médiation, on ne peut pas l'obliger plus avant. Mais néanmoins, vis-à-vis du professionnel, je pense que c'est une bonne initiative parce qu'elle lui fait déjà connaître le processus. Alors, en revanche, il faut quand même rappeler que ce professionnel, il a des obligations assez lourdes vis-à-vis de ce processus de médiation. Il doit rappeler sur tous ces documents contractuels que le consommateur peut bénéficier de ce dispositif sous peine d'amende, des amendes qui peuvent être lourdes, puisque pour une personne morale, par exemple une ERL, une URL, donc c'est une petite personne morale, mais c'est une personne morale quand même, eh bien, ça peut aller jusqu'à 15 000 € d'amende. Alors, le délai de traitement est assez court puisque il doit traiter l'affaire dans un délai de 90 jours. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé du procès qui durait 18 mois, 2 ans, etc., 4 ans. Ben là, la réponse vous est donnée dans un délai de 90 jours. Et à l'issue, s'il n'y a pas d'accord des parties, il fait une proposition qui reste confidentielle et que les parties ne sont pas obligées de suivre. Mais néanmoins, bon, cette proposition a le mérite d'exister et on peut imaginer qu'elle serait quand même suivie par les parties. La médiation judiciaire. Alors ça, c'est une médiation qui est un petit peu plus encadrée par le juge. Ce sont les articles du Code de procédure civile. C'est le juge qui est saisi d'un litige, qui peut, à la demande des parties,
avec l'accord des parties, désigner une tierce personne qui vont confronter leur point de vue pour permettre de trouver une solution au conflit. Alors la différence par rapport à la médiation dont je vous ai parlé tout à l'heure, à la médiation conventionnelle et à la médiation de consommation, c'est que cette médiation judiciaire, elle est très encadrée par le juge et le juge en fait reste toujours maître du procès. Même que la médiation aboutisse à un accord ou pas, l'affaire reviendra forcément devant le juge qui soit entérinera l'accord des parties, soit bien, dira qu'il n'y a pas d'accord et le procès va continuer. Alors, qui peut être médiateur? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de profession de médiateur, il n'y a pas de diplôme national sauf en médiation familiale. Il y a des listes de médiateurs qui commencent à arriver auprès de chaque cour d'appel. Les qualités requises, c'est une bonne moralité évidemment, et une qualification. Donc, ce n'est pas forcément une qualification juridique, hein. Bien sûr, les avocats, les notaires peuvent être médiateurs, mais pas forcément. Il faut connaître le milieu, soit une expérience à la pratique de la médiation, soit une formation à la médiation, et bien sûr présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité. Et inutile de vous dire que l'IFCE et l'Institut du droit équin réfléchissent à créer un organisme qui pourrait connaître donc le milieu pour apporter des solutions concrètes, satisfaisantes pour aider évidemment les parties à trouver un accord dans le cadre d'une médiation. Alors, la rémunération du médiateur, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas gratuit, il est payant. En principe, l'idée, c'est que les deux parties règlent les frais de la médiation, mais bon, voilà, les accords différents peuvent être pris. Alors, est-ce que ça coûte cher? Pour la médiation de consommation, généralement, les tarifs, aujourd'hui, ce qui est pratiqué, ça reste entre 300, 500, peut-être 1000 euros maximum. Ceux qui proposent de participer en tant que médiateur de la consommation, c'est pas très cher. Là, la médiation, ça peut aller entre 1000, 4000, 5000 euros. Bah, tout dépend du litige, tout dépend de l'intérêt du litige, tout dépend des diligences. Mais évidemment, rien n'empêche, dès le début, de prévoir avec le médiateur comment il va fixer sa rémunération en accord avec les parties. Alors, le déroulement d'une médiation. Alors, rapidement, puisque le temps commence à m'être compté, il se déroule en 4 phases. Tout d'abord, il faut que les parties, les 2 ou 3 parties, puisqu'il n'y a pas forcément, donc que 2 parties à un litige. Il peut y avoir, par exemple, en matière d'une vente, il peut y avoir le cavalier, l'intermédiaire et l'acheteur, ou il peut y avoir plusieurs copropriétaires de chevaux, on peut être plusieurs. D'abord, le médiateur détermine le problème et met d'accord les parties sur leur point de désaccord. Après, on approfondit les difficultés, on laisse les parties s'exprimer et le médiateur, il fait un travail très important qui est la reformulation pour vérifier qu'il a bien compris ce qui a été dit par chacun. Après, et ça va être la phase, ça va être ce qu'on appelle le point de bascule, il va proposer un maximum de solutions avec l'aide des parties pour satisfaire leurs besoins. Et là, on fait appel à l'imagination, on réfléchit à des possibilités d'accord et surtout, on n'est pas lié par le droit. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'appliquer. Il faut juste respecter l'ordre public, mais bon, là, dans nos domaines, il n'y a en principe pas de difficulté. Mais les parties peuvent très bien imaginer des accords qui, en droit, ne seraient pas forcément prévus. Hein. Donc là, c'est la grande imagination des parties pour trouver un accord qui leur convient. Par exemple, si je vous prends un exemple, en matière d'obligation de délivrance, qui est une garantie du vendeur, on n'a pas forcément toujours la possibilité de garder le cheval, c'est tout ou rien, on est obligé de demander remboursement du prix du cheval et on ne peut pas le garder, alors qu'on pourrait très bien imaginer dans le cadre de cet accord que celui qui a acheté le cheval le garde et qu'il y ait simplement une réduction du prix, alors que ce n'est pas possible en principe quand on est dans le cadre d'un procès sur l'obligation de délivrance. Et puis après, on rédige un accord ou pas, on peut très bien se mettre d'accord sans accord. Généralement, le plus souvent, on rédige une transaction parce qu'on va vérifier qu'à l'avenir, ce soit appliqué par les parties.
Alors, le rôle de l'avocat, et j'en aurai bientôt terminé, donc évidemment, il ne faut pas que les avocats aient peur de la médiation. Ce sont eux d'ailleurs qui vont à l'avenir proposer aux parties la médiation, parce que ce sont les avocats qui sont en rapport avec les justiciables. Les avocats, ils ont un rôle fondamental. D'abord, il faut qu'ils soient là au cours de la médiation parce qu'ils vont aider les clients, ils vont conseiller les clients, ils vont proposer des solutions. Et enfin, c'est eux qui vont aider à rédiger la transaction qui pourra ou non être homologuée par le juge pour vérifier sa bonne exécution. Par contre, ce qui est important, c'est que ce n'est pas les avocats qui vont parler en médiation. C'est bien les parties qui vont essayer de se mettre d'accord et qui vont se libérer. Parce que très souvent, quand on est dans le cadre d'un procès, on se rend compte que souvent, moi, les clients me disent « Ah oui, mais vous comprenez, c'est cet élément-là qui a fait que je suis partie au procès, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, etc. » Et l'autre partie va entendre ce que dit son ancien client ou son ancien copropriétaire, il va l'entendre et ça va provoquer une réaction chez lui. Il va dire « Ah oui, mais toi aussi, voilà, tu as fait ça. » Enfin, vous voyez, il va y avoir une discussion qui va libérer les parties et qui va les aider ensuite à trouver une solution. Par contre, après, sur le plan concret, pour élaborer les transactions, pour vérifier l'accord, on aura besoin de ces avocats qui vont d'ailleurs rédiger l'accord. Ce n'est pas le médiateur qui rédige l'accord, qu'on soit bien d'accord, ce sont les parties aidées par leurs avocats. Alors, il y a une expérience de la médiation qui a été faite à Grenoble, et c'est pour ça que je vous l'ai mis, et qui a démontré qu'à partir du moment où il y a des avocats présents dans le cadre de la médiation, les médiateurs qui excluent les avocats n'avaient qu'un tiers des accords, alors qu'avec l'avocat, eh bien, il y avait 2/3 d'accords. Donc, l'avocat garde son intérêt dans la médiation. Alors, la fin de la médiation, alors là, là c'est formidable, hein, c'est contrairement au procès, à tout moment, une partie peut mettre fin à la médiation. Je vous ai dit, on est dans un cadre vraiment volontaire. Si vous voulez sortir de la médiation, vous sortez. Vous prenez vos responsabilités. Après, derrière, vous pouvez avoir un procès, mais vous n'êtes absolument pas obligé de continuer dans ce processus. Important aussi, ce que je ne vous ai pas dit et que je vous redis, c'est la confidentialité de tout ce qui se dit en médiation. Ça, c'est très important. Pourquoi? Vous pouvez très bien proposer des solutions qui ne pourront pas être utilisées par l'autre partie, qui ensuite pourra vous l'opposer dans un procès. Tout sera confidentiel. Donc, vous pouvez très bien proposer des éléments et ensuite, si jamais il n'y a pas d'accord avec l'autre partie, elle ne pourra pas se servir de ce qui a été dit en médiation pour vous l'opposer dans un procès. Donc, le processus est totalement sécurisé à ce niveau-là. Donc, on peut proposer des choses, mais on peut tout à fait les proposer en se disant, bon, de toute façon, si ensuite ça ne convient pas à l'autre, je pourrais très bien retirer ce que j'ai dit et dire que je suis d'accord pour rien. Voilà, donc la fin de la médiation, soit il y a un accord, je vous l'ai dit, il peut être d'ailleurs homologué par le juge, soit l'une des parties sort de la médiation, soit échec de la médiation totale, le médiateur la constate et c'est important parce que ça refait partir les délais de prescription de l'action, sachant que dans le cadre d'une médiation, c'est aussi un avantage de la médiation, les délais de prescription sont suspendus, ce qui permet aux parties d'essayer de se mettre d'accord. Mais si elles n'arrivent pas à se mettre d'accord, eh bien, la prescription continue de reprendre ses droits. Alors, les limites de la médiation. Oui, alors il ne faut pas non plus être béni oui et croire que la médiation va résoudre tous les litiges. Non, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, il y a une expérience qui a été menée à Grenoble et qui a donné les résultats suivants. On a trié les dossiers et on s'est aperçu que dans 20% des cas, on pouvait proposer une médiation. Ce qui veut dire que dans 80% des cas, les juges ont pensé que la règle de droit apporterait la bonne solution. Dans le cadre du droit équin, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et aller peut-être jusqu'à 40 ou 50%. Voilà, mais c'est pas la panacée. Dans beaucoup de cas, on va dire dans presque la moitié des cas, le procès restera la solution. D'abord parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de médiation, qui veulent un jugement, qui ne veulent pas entendre l'autre, ça existe, qui veulent absolument que le juge tranche leur litige. Mais l'avantage de la médiation, et j'ai envie de terminer là-dessus, c'est que même si les parties ne trouvent pas d'accord, et ça arrive, en tout cas, elles peuvent s'expliquer, elles peuvent se parler, et il a été démontré
que même si la médiation débouche sur un échec, à plusieurs reprises, d'une part, les parties ont continué les échanges et elles ont réussi à trouver un accord sans le médiateur, entre elles, avec ou sans leurs avocats. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, même si la médiation n'aboutit pas à un accord, elle a des effets bénéfiques parce que la passion que se vouaient les adversaires a quand même diminué parce qu'ils ont pu se parler. Et le jugement intervient quand même dans des conditions plus sereines. J'ai envie de terminer là-dessus. Je rappelle le côté destructeur du procès. Et il n'est pas rare que dans ma pratique d'avocat, je vois des clients qui, lorsqu'ils reçoivent les écritures de l'adversaire, mettent plusieurs jours à m'appeler, tellement ils sont choqués de ce qu'ils ont lu. Il faut rappeler que le procès, c'est la guerre. C'est la guerre, tous les arguments sont bons, tous les coups sont permis, et il y a une vraie destruction, souvent même de tout le monde, hein, de toutes les parties. Hein. Donc, heureusement, les gens qui viennent nous voir n'ont pas d'expérience du procès, souvent, et d'ailleurs après ils n'en ont plus, tant mieux, mais quand on a eu cette expérience du procès, on sait à quel point il est nuisible. Donc, la médiation, franchement, mérite d'être tentée, même si elle n'aboutit pas à un accord entre les parties. Voilà, donc, je vois que j'ai terminé ma présentation. Voilà. Alors, je vous annonce les prochaines webconférences avant de répondre aux questions. Se préparer un contrôle de son centre équestre, le 16 octobre. Le 18 octobre, comment entretenir son vieux cheval. Et le 23 octobre, l'installation en filière équine du rêve à la réalité.